Quand Linda rencontre Todd Stermer en 1989, elle est en plein divorce. Elle doit faire face à cette situation compliquée avec ses 2 fillettes, Ashley, 3 ans, et Brittany, 2 ans. Bien que dévastée, Linda ne se laisse pas abattre et Todd tombe directement sous le charme de cette femme au sourire contagieux et au courage démesuré. Linda met tout de suite Todd au courant de sa situation, mais l'homme, pas effrayé pour 2 sous, rétorque « C'est parfait, nous n'aurons que des garçons dans ce cas ». Et c'est exactement ce qu'il adviendra. Quelques années plus tard, Linda et Todd accueillent 2 garçons. Le plus âgé est nommé Trevor et viendra ensuite Trenton. 4 ans plus tard, en août 1993, toujours aux anges et plus amoureux que jamais, Linda et Todd se marient. Le couple est heureux, la famille est soudée, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais une ombre vient assombrir le paysage de Linda. Son neveu, Corey, 2 ans, est malheureux. On peut dire qu'il n'est pas tombé dans la meilleure des familles. Linda se sent extrêmement triste pour lui et aimerait l'aider. Un soir, Todd lui propose de faire emménager Corey chez eux. Il est comme ça, Todd, généreux, altruiste et empathique. Pour lui, la famille passe avant tout. Todd et Linda ont donc à présent 5 enfants à charge, mais tout le monde est très heureux. Les enfants sont assez rapprochés en âge et s'entendent à merveille, et pas une seule fois Todd ne fait la distinction entre eux. Il les aime tous de la même manière. Todd et Linda sont installés à Lawrence, dans le Michigan. Lawrence est un village de 5 km² situé au centre du comté de Van Buren. Il comptait 964 habitants lors du recensement de 2020. Lawrence est un village paisible où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide et se fait confiance. Todd a imaginé et construit la maison familiale. Il a pensé chaque recoin, percé chaque trou et monté chaque mur avec un seul but, que sa maison soit la plus parfaite possible à l'image de sa famille. Puis, les années ont passé et le couple a commencé à avoir des soucis. Selon certaines sources, et je tiens à préciser que ce sont des informations qui font débat, Todd serait devenu de plus en plus impatient et prompt à la colère. Une fois, d'après un témoignage d'Ashley, l'aînée des filles de Linda, il est rentré dans une colère noire et a balancé le panier de linge sale à la tête de Linda. Il aurait aussi commencé à sortir de plus en plus souvent avec des amis et à boire. Apparemment, certaines fois, il était si saoul qu'il ne pouvait pas rentrer par ses propres moyens. Donc, Linda devait réveiller ses 5 enfants, les faire monter en voiture et aller chercher Todd en ville, et celui-ci s'énervait et insultait Linda durant tout le trajet retour. Toujours d'après Ashley, quand elle a eu 11 ans, elle a commencé à s'imposer un peu plus et cela n'aurait pas du tout plu à Todd, qui l'aurait frappé à plusieurs reprises avec une ceinture ou avec ses mains et lui aurait dit des choses comme « Tu ne sais rien faire, tu vas finir prostituée comme ta mère ». Apparemment, Todd frappait parfois Linda. Elle a déclaré « Ce n'était pas régulier, mais il pouvait devenir extrêmement violent. Une fois, il m'a frappé et m'a laissé un bleu sur la joue. Mais il m'a envoyé des fleurs et m'a dit à quel point il était désolé. On croit toujours que cela ne se reproduira plus jamais, jusqu'à ce que cela se reproduise. » Mais Trenton, Trevor et Corey affirment n'avoir jamais vu leur père frapper leur sœur Ashley ou leur mère. Corey a affirmé « Je ne l'ai jamais vu lui faire du mal physiquement ». Trenton a continué « Nous n'avons jamais vu d'œil au beurre noir ou d'ecchymose ». Et enfin, Trevor a précisé « Notre père avait certainement un tempérament colérique. Il lui arrivait peut-être de la saisir et de lui serrer le bras un peu trop fort, mais il ne l'a jamais frappée. » Le plus gros problème du couple, c'est l'argent. Ils ont 75 000 $ de dettes. Linda travaille dans une usine pour dialyse, tandis que Todd détient sa propre société. Il vend des équipements pour la chasse. Apparemment, néanmoins, Todd ne travaille pas beaucoup et emprunte souvent de l'argent à sa mère, Sandra, ce qui accentue les problèmes dans le couple. D'après Linda, c'est donc Todd qui est la cause des dettes de la famille. Elle a déclaré « En 2007, Todd n'avait pas payé notre hypothèque depuis plusieurs mois, et il dépensait sans compter. » Mais Trenton et Trevor, ses fils, affirment que ce qui ruine vraiment les finances familiales, c'est l'obsession de Linda pour les chevaux. Ils affirment que leur père a été bouleversé d'apprendre que Linda avait pris un crédit de 25 000 $ pour subvenir aux besoins des 31 chevaux qu'elle avait sur leur propriété. D'après eux, les chevaux sont un sujet de dispute quasi quotidien. Mais Linda ne comprend pas d'où leur vient cette idée car d'après elle, les chevaux sont autosuffisants. En fait, ils ne sont pas tous à elle, certains sont en pension, elle reçoit donc de l'argent pour s'occuper d'eux. Elle a affirmé « Todd m'a toujours dit que si je ne gagnais pas assez d'argent avec les chevaux, je ne pouvais pas les garder. » Quoi qu'il en soit, les années passent et le divorce semble inévitable.
Le 6 janvier 2007, Ashley, l'aîné de la fratrie devenue adulte et ayant quitté le nid, appelle la maison pour discuter avec sa mère, mais c'est Todd qui répond. D'après Ashley, Todd aurait dit « Ta mère n'est pas là, mais j'ai eu une conversation avec Dieu. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais l'un de nous deux va repartir dans un sac mortuaire. Et ce sera soit moi, soit ta mère. » Et effectivement, d'après les garçons, les disputes entre Linda et Todd ont semblé atteindre leur paroxysme ce soir-là. Ils ont dit que c'était la pire dispute qu'ils aient jamais vue entre eux et qu'ils savaient déjà que c'était celle qui allait mettre fin à leur mariage. C'est le 7 janvier 2007 que tout bascule. Vers 15h cet après-midi, Linda est au sous-sol et s'occupe du linge, alors que Todd est à l'étage dans le salon en train de regarder la télé. Elle dit avoir entendu son mari Todd pousser un cri, mais un cri de pure terreur qui lui a glacé le sang. Elle court à l'étage et trouve leur salon et Todd en proie aux flammes. Elle ne peut pas le rejoindre à cause des flammes entre eux, alors, paniquant, elle s'enfuit par la porte d'entrée, sans chaussures, manteau ou téléphone portable, pensant que son mari allait la suivre. Mais Todd ne l'a pas suivie au dehors. Alors, elle saute dans le van familial pour aller chercher de l'aide, sachant que les clés se trouvent à l'intérieur. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, Linda dit avoir soudainement aperçu Todd à travers la vitre côté conducteur, en flammes. Elle lui crie « Monte dans le van !» Mais il ne voulait pas monter dans le van. Elle sort du véhicule et s'approche de son mari pour essayer de l'aider. Linda affirme « Je lui criais de s'allonger et de faire n'importe quoi. Je ne peux pas le toucher. Alors je remonte dans le van et je le perds de vue. Je ne sais pas où il est allé, mais c'était tellement boueux. Les pneus patinent. Je n'arrive pas à avoir de traction. » Elle a dit qu'elle ne pouvait pas reculer. Les pneus du van sont usés, explique Linda, et l'allée est trop boueuse. Selon les prévisions météorologiques de cette journée, il y avait eu de légères pluies et des chutes de neige dans la région. Elle décide donc d'avancer pour se dégager. Linda contourne la maison pour se rendre sur le côté où il y a une zone sablonneuse, pensant que cela lui permettrait d'avoir de l'adhérence. À un moment donné, elle voit Todd, qui n'était plus en flammes, allongé sur le sol et est sorti du van pour lui venir en aide. Il est allongé sur le dos, la tête la plus proche de la maison. Linda dit qu'elle n'a aucune idée de comment il est arrivé là. C'est alors qu'elle voit les voisins, Mike Matheny et Connie Calhoun, remonter l'allée, se précipitant pour aider et leur crie d'appeler le 911. Linda dit qu'à ce moment, elle est hystérique et n'arrive plus à former des phrases claires. Todd est gravement brûlé et peu vêtu, ne portant que des chaussettes, un caleçon et un pantalon de survêtement baissé jusqu'aux chevilles. Mike Matheny prend quelques-uns de ses propres vêtements sur la banquette arrière de sa voiture et en couvre Todd pour essayer de le garder au chaud. Linda affirme « Il était tellement brûlé, mais il était vivant. Il me regardait, mais il ne pouvait pas parler. Je suis restée allongée là, le suppliant de ne pas me quitter. » Les secours arrivent et portent assistance à Todd, qui ne réagit pas. Ils décident de l'éloigner d'un réservoir de pétrole situé près de la maison, au cas où celui-ci prendrait feu, mais peu après l'avoir déplacé, Todd cesse de respirer. Ils essayent tout ce qu'ils peuvent pour sauver l'homme, mais d'après Linda, ils ne peuvent même pas lui brancher le défibrillateur, car il est trop gravement brûlé. Alors, au bout d'un moment, ils se rendent face à l'évidence. Todd Stermer est mort. C'est alors que l'histoire prend un tournant. Deux théories s'affrontent, celle selon laquelle il s'agit d'un accident, celle selon laquelle il s'agit d'un meurtre. Les enquêteurs ont trouvé des traces de sang sur le pare-choc avant et le châssis du van. Ils ont conclu que Linda a percuté son mari avec le véhicule. Mais Linda insiste sur le fait qu'elle n'a pas percuté Todd intentionnellement. Elle dit qu'elle était paniquée et qu'elle ne sait pas comment ni où cela s'est produit. Elle dit qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. La famille se divise. Les filles de Linda, Ashley et Brittany, croient fermement en l'innocence de leur mère. Les fils, eux, affirment qu'elle est coupable. Corey, Trevor et Trenton ont du mal à croire en l'innocence de Linda, car d'après eux, chaque fois qu'ils lui demandent des détails sur l'affaire ou sur ce qui s'est passé ce jour-là, Linda se met à pleurer, cherchant à susciter leur compassion et jouant la victime. Trevor affirme qu'il lui a posé des questions sur le van et lui a clairement demandé si elle avait renversé leur père avec, mais Linda répond qu'elle ne veut pas en parler, qu'il doit simplement la croire. D'après les garçons, pourtant, son histoire ne tient pas debout. Todd était d'après eux en excellente forme physique. Alors ils ne comprennent pas comment il aurait pu mourir dans l'incendie de la maison et pas elle. Et c'est ce que les détectives pensent également. Durant 2 ans, ils vont enquêter sur le décès de Todd et disséquer chaque action de Linda avant et après les faits.
En ce dimanche matin de janvier, Linda s'est rendue à une station-service tôt le matin, d'après elle, car il n'avait plus de lait. Elle dit avoir fait quelques courses et fait le plein de son SUV. Un reçu montrera plus tard qu'elle a dépensé un peu plus de 11 $ à la pompe. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas fait un plein complet, ce qui semble bizarre. Mais Linda explique qu'elle n'avait pas besoin de beaucoup d'essence en plus. Elle affirme qu'elle voulait s'assurer qu'il y avait suffisamment d'essence pour ses fils, car lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle les a réveillés et leur a dit de partir avec sa voiture. Elle leur a donné de l'argent pour aller au cinéma, car elle avait prévu d'avoir une conversation avec Todd et qu'elle ne voulait pas qu'il les entende se disputer. En réalité, Linda et Todd se disputaient depuis la veille, souvenez-vous, et ce matin-là, elle a dit avoir finalement rassemblé assez de courage pour mettre fin à son mariage. Elle a affirmé, je cite, « Je pensais simplement que le fait d'être à la maison avec nous, en train de me regarder déménager, allait être trop difficile pour eux. » Apparemment, d'après Linda, elle et Todd se sont disputés toute la matinée. Vers 15h, Linda descend au sous-sol pour faire des machines. Selon elle, il y avait une serviette qui sentait le mazout, alors elle l'a lavée. Elle dit que Todd l'avait utilisée plus tôt pour nettoyer lorsqu'il avait réparé leur chaudière. Puis elle a entendu un cri, et la suite, on la connaît. Mais ni ses fils, ni les enquêteurs ne croient en cette histoire. Il s'avère d'ailleurs qu'une employée de la station-service a déclaré avoir vu Linda à l'arrière de sa voiture en train de faire le plein, non pas dans son véhicule, mais dans un bidon. Et un bidon similaire a été retrouvé sur les lieux du drame, juste devant la maison. Maison qui a pris feu, on ne sait comment. Mais Linda nie cette affirmation. Elle affirme, je cite, « Il faisait très froid, j'avais des gants d'hiver et un manteau plus chaud à l'arrière. J'ai donc sorti mes gants pour faire le plein. » Quant au bidon d'essence trouvé à la maison, Linda explique qu'ils vivent dans une ferme et qu'il y a des bidons d'essence partout. Une autopsie est réalisée. Todd a 4 lacérations distinctes sur le sommet, l'arrière et les côtés de la tête, ainsi que d'autres blessures sur son dos et ses bras. D'après le légiste, les types d'abrasions qu'il présente ressemblent à des égratignures et des éraflures que l'on pourrait se faire en tombant par terre ou en se retrouvant sous un véhicule. Le rapport toxicologique révèle la présence de caféine dans son sang et de traces d'un analgésique, l'hydrocodone, dans son urine. Cela suggère que l'hydrocodone a été ingéré quelques heures ou quelques jours avant son décès, car le médicament avait été éliminé de son sang, mais était encore présent dans son urine. Il semblerait que l'hydrocodone puisse causer de la somnolence. Le légiste conclut que Todd est décédé sur place des suites d'une inhalation de fumée et de brûlures thermiques. Les autorités font analyser les vêtements trouvés sur Todd. Ses chaussettes, son pantalon de survêtement et son caleçon sont testés positifs à l'essence. La chemise que le voisin avait placée sur Todd a également été testée positive. Aucune trace d'essence n'est trouvée sur les vêtements de Linda. Au cours des jours qui suivent, Linda est interrogée par des enquêteurs privés engagés par la compagnie d'assurance pour sa police d'assurance habitation. Quand ils lui demandent si elle a une idée de ce qui a pu déclencher l'incendie, Linda répond « J'ai l'impression que, peut-être, Todd m'a crié dessus une fois pendant la journée et m'a dit que personne d'autre ne voudrait jamais de moi et je pense qu'il voulait peut-être dire que nous deux, je pense que je ne suis pas censée être encore ici. » Lors de l'enquête, Linda déclare aux enquêteurs que Todd avait une lampe à pétrole et des bougies allumées dans la maison et qu'il devait souvent purger le combustible de la chaudière, ce qui pourrait expliquer pourquoi du mazout s'est retrouvé sur la serviette dans la buanderie et peut-être aussi sur Todd. Mais les enquêteurs de l'assurance font analyser 2 serviettes provenant de la machine à laver de la maison. Les 2 donnent un résultat positif à l'essence, pas au mazout, ce qui est une distinction importante. Quoi qu'il en soit, le 5 janvier 2009, le bureau du procureur estime disposer de suffisamment de preuves pour arrêter Linda Stermer pour meurtre avec préméditation et meurtre qualifié commis dans le cadre d'un incendie criminel. Linda clame son innocence. Son procès commence en février 2010. Elle plaide non coupable. Les 2 théories s'affrontent. Selon l'accusation, Linda aurait soit endormi Todd, soit l'aurait assommé avant de l'asperger d'essence et de lui mettre le feu. Et lorsque Todd s'est échappé de la maison en flammes, elle l'aurait écrasé avec son camion. La défense, quant à elle, a fait valoir que l'incendie était soit accidentel, soit intentionnel, mais provoqué par Todd, et que Linda avait accidentellement heurté Todd avec son véhicule. Commençons par l'accusation. La procureure Suzanne Zwiderwin revient sur les analyses des vêtements de Todd, affirmant que si même son caleçon a été testé positif à l'essence, c'est que quelqu'un lui en avait versé dessus. Et que pour ce faire, Todd devait être soit assommé, soit drogué, car sinon il se serait forcément débattu.
Les 3 fils de Linda témoignent, ayant été les derniers à voir leur père vivant. Chacun d'entre eux a déclaré croire Linda Stermer coupable de meurtre et ne plus la considérer comme leur mère. Ils se souviennent de ce matin-là. D'après Trevor, Linda était pressée qu'ils quittent la maison. Elle leur disait « Vous devez vous lever, vous devez partir, vous devez quitter la maison immédiatement ». Trenton affirme qu'il voulait aller dire au revoir à son père, mais Linda les en a physiquement empêchés. Elle aurait dit « Non, il dort, n'allez pas là-bas ». Enfin, les garçons précisent que ce n'était pas l'habitude de la famille de garder les clés de la voiture dans le van. Les voisins du couple, Kim et Ken Thompson, témoignent également. Ils expliquent s'être rendus sur les lieux pour aider le jour de l'incendie et déclarent avoir tous deux ressenti un malaise dans les heures qui ont suivi cet après-midi. Kim raconte avoir parlé à plusieurs reprises avec Linda après l'incendie mortel et déclare que son récit des faits changeait sans cesse. Elle explique que Linda avait d'abord dit que Todd avait pris des médicaments contre le rhume et était trop somnolent pour échapper à l'incendie, puis avait déclaré plus tard qu'elle pensait qu'il fumait de la marijuana et s'était immolé par le feu. Les autres voisins du couple, ceux qui sont arrivés les premiers, témoignent avoir vu la camionnette des Stermer reculer dans l'allée, puis s'arrêter et repartir en marche avant, en s'éloignant d'eux en direction de la maison. Mais le témoignage le plus poignant, c'est l'enquêteur spécialisé dans les incendies qui témoigne en tant qu'expert. Le sergent détective Scott Leroy, employé par l'unité d'enquête sur les incendies de la police de l'État du Michigan, explique avoir enquêté sur l'incendie de la maison des Stermer. Il conclut que l'incendie avait pris naissance dans le salon du rez-de-chaussée et avait été déclenché intentionnellement. Il dit avoir fondé ses conclusions sur la vitesse de propagation du feu, la comparaison entre les zones les plus endommagées et les zones les moins endommagées, l'heure de la journée et le fait que 2 adultes étaient à la maison. Il n'a pas pu déterminer si des accélérateurs étaient présents sur le sol du salon, car celui-ci avait été entièrement consommé par le feu. Une équipe de chiens pisteurs n'a trouvé aucun résidu de liquide inflammable dans la maison. Comme les vêtements de Todd ont été testés positifs à l'essence, mais pas ceux de Linda, l'expert conclut que le feu a été allumé intentionnellement et que Todd se trouvait au centre de l'incendie. L'avocat de Stermer n'a pas fait appel à son propre expert en incendie pour réfuter ses conclusions. Au-delà de ce témoignage d'expert, l'accusation appelle Kate Fox, une ancienne amie de Linda. Selon Kate, à un moment donné, avant l'incendie, Linda lui aurait dit que Todd était violent physiquement et émotionnellement et qu'elle avait contacté un avocat spécialisé dans les divorces. Linda aurait également déclaré avoir passé des années à réfléchir à comment se débarrasser de Todd en parlant notamment de l'écraser avec une voiture. Enfin, elle déclare qu'après l'incendie, Linda l'a appelé un soir pour lui emprunter une lampe de poche car elle devait entrer dans sa maison et retirer une tasse de café contenant un sédatif avant que la police ne la trouve. Et Kate a une autre information très juteuse à partager. D'après elle, Linda avait une liaison avec un collègue du nom de Chris Williams. Que serait une enquête criminelle sans un soupçon d'infidélité ? Ils confirment leur liaison, qui a commencé en 2006 et s'est terminée 1 ou 2 semaines après l'incendie, mais affirment qu'elle lui a dit qu'elle n'avait pas allumé le feu et qu'elle n'était pas impliquée dans la mort de Todd. Les procureurs veulent introduire la théorie que Linda a tué Todd car il avait appris son adultère. Pour étayer davantage sa théorie, l'accusation appelle une détenue qui partage la même prison que Linda, Dardeda Gordon. Elle déclare qu'après que l'accusée lui ait raconté plusieurs histoires contradictoires sur la mort de Todd, elle a finalement avoué le meurtre. Selon Dardeda, Linda lui a raconté qu'elle et Todd s'étaient disputés le jour de l'incendie et qu'elle l'avait frappé à la tête avec quelque chose, puis avait allumé le feu avec de l'essence pendant que Todd dormait. Pour finir, bien qu'elle ait été appelée par l'accusation, la mère de Todd, Sandra, témoigne à la barre et raconte que 2 des anciennes maisons de Todd avaient brûlé. Quand vient le tour de la défense, elle se saisit de cette information pour insinuer le doute et développer sa théorie. Ce fait, combiné aux problèmes financiers importants de Todd, indique que ces incendies précédents étaient probablement des incendies criminels et donc que Todd était probablement l'incendiaire de cette affaire également. Lors du contre-interrogatoire de Kate Fox par la défense, elle admet que sa relation avec Linda s'est détériorée peu après l'incendie, lorsque Linda a changé d'horaire de travail, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait plus faire de covoiturage. Kate explique qu'elle a considéré cela comme une trahison, car le plan était qu'elles changent toutes 2 d'horaire ensemble. Elle admet également qu'elles se sont disputées au sujet d'une dette de $5 000 que Kate prétend que Linda lui doit. Le frère de Kate Fox témoigne aussi et décrit Kate comme indigne de confiance et dit qu'elle mentirait pour se venger si elle se sentait lésée par quelqu'un.
selon lesquelles Kate a un historique de maladie mentale. Linda, quant à elle, affirmera qu'elle a commencé à voir Chris Williams romantiquement, oui, mais seulement après avoir perdu son mari. Elle pense que Kate était tellement en colère contre elle qu'elle a convaincu Chris de mentir sur le moment où la relation a commencé. Concernant la partie du témoignage de Kate où elle disait que Linda avait peur que les enquêteurs trouvent une tasse de café qu'elle a utilisée pour droguer Todd, l'avocat de Linda, Jeffrey Getting, dit qu'il n'y a aucune preuve que Todd ait été drogué. D'après lui, l'autopsie n'a trouvé aucune preuve significative de sédatifs. Quant au témoignage de Dardeda, la prisonnière, plusieurs autres détenus logés avec Linda déclarent qu'elle n'a jamais discuté de son cas en prison et n'a jamais parlé avec Dardeda Gordon. Cette dernière admet elle-même durant son contre-interrogatoire qu'elle a des problèmes de santé mentale et qu'elle souffre de problèmes de mémoire. Enfin, plusieurs témoins de la défense témoignent quant à l'honnêteté et la nature pacifique de Linda. Concernant les vêtements trouvés sur Todd, souvenez-vous, la chemise de son voisin, qui était uniquement posée sur lui, a également été testée positive. Mais la défense affirme que ce voisin travaillait dans une casse automobile et qu'il pourrait donc y avoir eu une contamination croisée. Pour terminer, la défense souligne que l'autopsie a conclu que les fractures du crâne n'étaient pas à l'origine du décès de Todd, en concluant donc que Linda n'est pas une meurtrière. Vient le temps des plaidoiries finales. L'accusation soutient que les preuves, bien que circonstancielles, doivent être considérées dans leur ensemble et qu'elles étayent la culpabilité de l'accusé. D'après les procureurs, Linda a menti aux enquêteurs de l'assurance afin de couvrir son rôle dans l'incendie et la mort de son mari. Également, ils reviennent sur les versions contradictoires qu'elle a données à son entourage. D'après eux, je cite, « C'est parce que nous avons affaire à une menteuse qui a des choses à cacher ». En plus de dénigrer la crédibilité de Linda, les procureurs soutiennent que d'autres témoins sont dignes de confiance par comparaison, comme l'agent de la station-service qui, d'après eux, n'a aucune raison d'inventer quoi que ce soit. La procureure revient aussi sur l'incapacité de Linda à appeler de l'aide. Elle dit « Il y a un téléphone au sous-sol de la maison. Combien de temps cela prend-il d'appeler le 911 ? Même si la maison est en feu à l'étage, combien de temps cela prend-il » D'accord, la panique du moment peut être une explication, mais le fait demeure, elle ne l'a pas fait, alors qu'il y a un téléphone et une sortie de secours au sous-sol. Cette femme possède 2 téléphones portables, et apparemment, aucun des 2 n'est disponible pour passer cet appel au 911 de quelques secondes qui aurait pu sauver son mari. La procureure conclut sa plaidoirie finale comme suit. Elle a dit mensonge après mensonge après mensonge. Si vous regardez les preuves dans cette affaire, tout pointe vers Linda Stermer. Il n'y a rien qui suggère que Todd Stermer ait mis le feu à sa propre maison. Je dirais que nous avons affaire à une menteuse diabolique, intrigante, manipulatrice et meurtrière. Chaque déclaration qu'elle a faite est suspecte. Soit c'est un mensonge, soit elle n'a aucun sens. Elle avait le mobile, elle avait l'occasion, elle s'est procuré l'essence, elle a fait sortir les garçons de la maison, elle n'a pas appelé à l'aide, elle l'a renversé et ensuite elle a dit mensonge après mensonge. Je vous demanderai de rendre un verdict de culpabilité. L'avocat de Linda n'objecte pas à ces déclarations. Dans la conclusion de la défense, l'avocat de Linda, Maître Getting, souligne le caractère faible et circonstanciel de la thèse de l'accusation, suggérant que l'incendie était accidentel ou, s'il a été déclenché délibérément, c'était par Todd lui-même. Il revient sur le fait que 2 des autres propriétés de Todd avaient mystérieusement pris feu, provoquant le paiement d'assurance habitation. À l'époque, la police a en effet suspecté qu'il s'agissait de cas d'incendie volontaire. Todd et Linda avaient des dettes et comme par hasard, 2 des maisons qui leur appartiennent sont détruites dans des incendies, provoquant le paiement d'assurance qui, on peut le dire, tombe à pic. Néanmoins, Todd n'a jamais été mis en examen pour ces faits, cela reste donc des spéculations. Mais l'avocat de Linda insiste sur le caractère étrange de ces événements. Il clame « Qui a déjà eu 2 autres maisons incendiées ? Todd Stermer. À votre avis, qui est le plus susceptible de recommencer ? La personne qui ne l'a jamais fait ou le gars qui l'a fait 2 fois auparavant ? Le feu a été intentionnellement déclenché par Todd. Il en a eu besoin pour se sortir du trou financièrement et à cause des problèmes dans son mariage. Pour ma part, et c'est mon point de vue personnel, je trouve l'attitude de Linda très bizarre, mais un point en particulier me chagrine. Elle dit ne pas s'être rendue compte avoir renversé son mari. Mais comment est-ce possible ? Surtout que le sang se trouve à l'avant du van. Ce n'est même pas comme si elle l'avait renversé en effectuant une marche arrière et qu'elle ne l'aurait pas vu. Elle lui a roulé dessus par l'avant. Comment aurait-elle pu ne pas le voir ? À moins qu'il ait été allongé sur le sol, souffrant à cause de ses blessures ?
Mais quelle est la probabilité pour qu'il se retrouve allongé sur le sol, pile à l'endroit où le van roulera quelques secondes plus tard ? Mais surtout, comment peut-on ne pas se rendre compte d'avoir roulé sur quelque chose ? Est-ce que la panique et l'adrénaline suffisent pour faire oublier une chose pareille ? Le 5 février 2010, Linda est reconnue coupable de meurtre au premier degré et est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle passera 8 ans derrière les barreaux à clamer son innocence, jusqu'à ce que sa condamnation soit annulée en 2018. Le juge d'appel estime que son avocat, Jeff Getting, avait fourni un conseil inefficace et que l'accusation avait déformé son témoignage. La fille de Linda, Ashley, a convaincu un enquêteur privé chevronné sur les incendies, Robert Trunkel, de réexaminer le cas de sa mère. C'est surtout son enquête qui a permis à Linda d'être entendue par le tribunal d'appel. Il a découvert qu'il n'y avait eu presque aucune enquête sur les preuves matérielles d'un incendie criminel. D'après lui, les enquêteurs n'avaient pas rassemblé ou testé beaucoup de débris ni retiré la section du sol où l'on pensait que le feu avait pris pour examiner les motifs de brûlure. S'il avait été appelé à témoigner lors du procès, il aurait pu fournir son opinion d'expert, selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de preuves pour suggérer que l'incendie ait été déclenché délibérément. Il a affirmé également que les preuves n'étayaient pas la théorie de l'État, selon laquelle Linda avait drogué et aspergé son mari d'essence avant de lancer le feu. Non seulement il n'y avait pas de drogue dans son système, mais lorsqu'il a parlé à des dizaines de pompiers et d'experts en incendie au sujet de la capacité d'une personne à s'échapper d'un bâtiment après avoir été aspergé d'essence et incendié, je cite, « Ils m'ont tous rionné ». Dès lors, d'après lui, il n'y a pas de preuves physiques et les autres preuves de l'État sont circonstancielles ou basées sur des témoignages de sources douteuses, un informateur de prison et une collègue de Linda en colère. La seule chose que Linda ne peut pas expliquer est le fait qu'elle a renversé son mari avec le van. Elle prétend toujours ne pas savoir quand cela s'est produit. Son second procès commence le 27 mars 2025. La procureure Suzanne Zuiderwien ouvre le procès en affirmant que Linda Stermer a tué son mari avec préméditation, délibérément allumé l'incendie qui l'a tué, puis menti pour cacher son infidélité et couvrir ses traces. De son côté, l'avocat de la défense, Ronald Kelly, admet que le mariage des Stermer était en difficulté, mais que l'incendie qui avait détruit leur maison familiale était accidentel et que l'enquête qui a suivi était encouragée par une compagnie d'assurance cherchant à faire porter le chapeau à leurs clients pour éviter de payer la réclamation. Le second procès ressemble sensiblement au premier. Steve Willison, un avocat de la compagnie d'assurance, témoigne que Linda lui a dit qu'elle était à bout de nerfs avec Todd et qu'elle semblait profiter de chaque occasion pour faire de Todd le méchant. De plus, Linda lui a dit que Todd était accro à la vicodine et à la marijuana et l'a accusé de violence domestique. Bien que Linda lui ait dit que Todd avait des aventures, elle n'a nié avoir jamais été infidèle. Enfin, il met en évidence un certain nombre de divergences entre les versions des histoires que Linda lui a racontées. Brad Stermer, le frère aîné de Todd, témoigne que Linda avait dit à la famille que Todd avait démonté les détecteurs de fumée dans la maison. Cela a surpris Brad, qui avait posé le câblage pour les alarmes et les avait vus à Noël, 2 semaines plus tôt. Corey Pierce, le neveu des Stermer, dit que le couple s'est disputé la veille du drame, après que Todd ait accusé Linda d'infidélité. Trenton, son fils, affirme à la barre qu'il avait été coaché par sa mère pour savoir quoi dire à la police et aux enquêteurs d'assurance au sujet de la relation entre ses parents et ce qui s'est passé le jour de l'incendie. Lorsqu'on lui demande si sa mère avait émis des commentaires sur son père avant l'incendie, Trenton répond que sa mère lui avait déjà dit « Ne serait-ce pas mieux s'il était mort ?» À ce stade, la défense demande l'annulation du procès, affirmant qu'on ne les avait pas prévenus que Trenton lâcherait cette information. Le juge rejette la requête en annulation du procès, mais dit au jury ne pas tenir compte du commentaire qui est aussi retiré du dossier. Trevor Stermer, le fils aîné de Linda et Todd, corrobore le témoignage de son frère Trenton, selon lequel leur mère les a attaqués physiquement après qu'il l'ait accusé de changer son histoire. L'enquêteur des incendies de la défense, Robert Trunkel, déclare que l'insuffisance de l'enquête de l'État, associée à la destruction totale de la maison, ne lui laisse pas d'autre choix que de conclure que la cause de l'incendie est indéterminée. Trunkel précise qu'il n'a peu ou pas confiance dans l'opinion de l'enquêteur d'incendie de l'État, Scott Leroy, selon laquelle le feu a été intentionnellement allumé dans le salon en se basant sur le fait que Leroy n'a pas passé au crible les débris du sous-sol, y compris des parties du salon qui se sont effondrées dans le sous-sol.
Leroy n'a pas pris en compte les hypothèses alternatives ou opposées, ce qui va à l'encontre des méthodes scientifiques. Il y a un manque de preuves à l'appui pour l'essence en tant qu'accélérant. Il y a un manque de preuves à l'appui également pour la large zone d'origine délimitée par Leroy, ce qui va à l'encontre des méthodes scientifiques indiquant qu'une zone d'origine doit être aussi petite que possible. Et Trenkle déclare qu'une explication plus probable de l'origine du feu était la cheminée, se basant sur des photos de la cheminée carbonisée et des déclarations des témoins selon lesquelles les flammes provenaient de l'arrière du toit. La défense montre 2 vidéos démonstratives de Trenkle mettant le feu à un pantalon en polyester, similaire à celui que portait Todd, pour suggérer que le pantalon aurait fondu s'il avait été trempé dans l'essence. Sur la vidéo, on peut voir que le pantalon sans essence prend brièvement feu, forme un trou, puis s'éteint, alors que celui trempé dans l'essence s'enflamme rapidement, puis fond. Un autre témoin, Mariusz Wiedeski, expert en biomécanique, a analysé les blessures de la victime et déterminé que les lacérations à la tête de Todd sont cohérentes avec sa tête étant au niveau du pare-choc de la camionnette lors de l'impact. Il convient qu'il est possible que les blessures à la tête de Todd aient été causées par une force contondante, comme une poêle, mais qu'il estime que c'est spéculatif. Vient à nouveau le temps des plaidoiries finales. La procureure Suzanne Zwiderwin argue que l'accusé a fait plusieurs déclarations aux enquêteurs, aux voisins et aux membres de sa famille, et ses histoires sur l'incendie ont fréquemment changé, devenant plus élaborées au fil du temps. Elle soutient que le feu a été intentionnellement allumé car les pompiers ont senti de l'essence sur Todd et que ses vêtements ont été testés positifs pour la présence de l'accélérant. D'après elle, les actions de Linda reflètent la préméditation. Elle a rempli un bidon d'essence le matin de l'incendie, a fait sortir ses enfants et ses objets de valeur de la maison, a assommé son mari avec la poêle et, alors qu'il était assommé, a établi son alibi en quittant la maison. Elle soutient que lorsque Linda s'est rendue compte que son mari avait survécu à l'incendie, elle craignait qu'il ne parle, alors elle l'a écrasé avec le van. De son côté, l'avocat de la défense, Wolf Müller, plaide le doute raisonnable avec le mantra « pas d'incendie, pas de crime ». Müller soutient que l'État ne peut pas prouver que le feu a été intentionnellement allumé et son enquêteur sur les incendies, Scott Leroy, n'a pas mené une enquête appropriée, rendant son opinion peu fiable. Müller a dit que Linda n'avait pas de motif financier pour tuer son mari. Elle ne pensait pas que l'argent de l'assurance lui revenait parce qu'elle pensait qu'ils avaient laissé expirer leur police d'assurance. Les juges délibèrent pendant 7 heures. Finalement, le 11 avril 2015, Linda Stermer est à nouveau déclarée coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre de son mari Todd. L'audience de détermination de la peine se tient le 19 mai 2015. La mère de Todd, Sandra, déclare au tribunal que ça lui brise le cœur, que Todd n'ait pas vécu assez longtemps pour voir ses fils devenir adultes ou rencontrer ses petits-enfants. La sœur de Todd, Kelly, déclare qu'il est difficile d'imaginer la douleur que Todd a endurée lors de sa mort. Elle qualifie Linda de malfaisante, affirmant qu'elle ne mérite la pitié de personne. Enfin, Linda elle-même a également préparé une déclaration, je cite. « Je suis venue devant ce tribunal pleine d'espoir. L'espoir que les questions restées sans réponse pendant si longtemps trouveraient enfin une réponse. Que la preuve serait enfin apportée à tous que la tragédie qui a emporté Todd était un accident et non un crime. Alors que je me tiens devant vous, innocente et condamnée à tort, je suis prête à affronter le combat qui nous attend. Mon mari, ma famille, mes filles, mes amis et mon équipe juridique restent convaincus que cette condamnation sera également annulée. » Selon la juge Kathleen Brickley, seule une peine d'emprisonnement à perpétuité peut protéger la population de Linda et empêcher d'autres personnes de commettre des crimes similaires. Elle dit, je cite, « S'il existait une liste de toutes les choses que les parents devraient faire pour leurs enfants, assassiner l'autre parent n'y figurerait pas. Le meurtre est par nature un acte monstrueux, mais celui que vous avez commis est plus horrible que la plupart. Je ne peux imaginer les souffrances que Todd Stermer a endurées dans ces derniers instants. » Puis Linda se lève, se laisse menotter et déclare, avant de quitter la salle, « Je vous aime tous. » Alors, d'après vous, Linda est-elle coupable ou innocente? Et c'était la très triste histoire de Todd Stermer. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!